Exactement. Je vous présente à présent mon plateau pour cette deuxième partie de l'émission. Ludovic Mendes, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes député Renaissance de la Moselle et face à vous, Paul Vannier, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, vous êtes député La France Insoumise du Val d'Oise. Alors sur LCP, vous le savez, nous allons à la rencontre des citoyens. Nous les interrogeons pour savoir quelles questions ils poseraient s'ils étaient dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale cet après-midi pour les questions au gouvernement à la place des députés. Alors je vous propose d'entendre Marie-Claire, elle est retraitée de l'Éducation nationale. La séance est ouverte. Bonjour, je m'appelle Marie-Claire Titeka, j'ai 64 ans, je suis retraitée de l'Éducation nationale. Je me demandais pourquoi on n'avait jamais pensé à réunir en une seule carte toutes les informations sur une personne, identité, permis de conduire, carte vitale. Alors Ludovic Mendes, Gérald Darmanin a récemment annoncé que le permis de conduire allait être dématérialisé. Est-ce qu'on pourrait imaginer un grand portefeuille numérique où on trouve aussi la carte d'identité, pourquoi pas la carte vitale? Alors on a déjà fait les premiers pas avec France Identité où vous pouvez retrouver votre carte d'identité et votre permis de construire, pas de construire mais le permis de conduire. Sauf que la carte d'identité, si je ne me trompe pas, elle est pour pouvoir le faire. Et elle n'est pas officiellement, c'est pas un papier officiel quand même dans ce. J'ai pu en échanger. Par exemple, j'en ai remonté que en ce moment, par exemple, la SNCF, les contrôleurs SNCF la refusent en partant du principe que c'est pas reconnu comme un document formel et officiel. Donc il y a un travail à faire sur ce sujet-là. On a déjà le fait de numériser la vignette des assurances. Il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Ça se fait dans d'autres pays autour de nous en Europe. Sauf que l'organisation de notre État aujourd'hui ne nous permettait pas de le faire. On a posé la première pierre. Maintenant, il faut continuer à avancer. Je suis un vrai défenseur de ce genre de mesures. Ça a été fait par le Portugal, la Lituanie, l'Estonie. Ça fonctionne très très bien. Et ça simplifie la vie. Ça simplifie la vie. Puis il faut qu'on trouve une solution parce qu'on trouve qu'aujourd'hui c'est beaucoup trop compliqué, même avec France Connect, de pouvoir se connecter sur des sites internet, de pouvoir apporter des réponses à nos besoins. Donc il faut qu'on puisse apporter une réponse simple et il faut qu'on trouve un numéro qui corresponde à tout le monde, qui est générique et qui peut nous permettre de nous connecter un peu partout et d'avoir tout sur soi. Donc un portefeuille numérique où on a toutes nos pièces d'identité, tous nos documents importants et ça va être fait aussi parce que aujourd'hui quand on fait une demande à l'administration française, que ce soit à la CAF, à la Sécurité sociale ou à d'autres structures, on a besoin de refaire à chaque fois les mêmes dossiers et là l'idée c'est d'avoir un même document pour toutes les demandes qui soient temporairement maintenu, par exemple 1 an, 2 ans ou 3 ans, parce que la situation n'a pas changé et qu'on puisse avancer en permanence dans le temps. Paul Vannier, vous êtes d'accord? Il faut aller plus loin, vers plus de dématérialisation pour justement aider les Français dans leur vie quotidienne? Pourquoi pas, en complément, pour certains, dans certaines situations, mais attention, parce que la dématérialisation, ça peut aussi compliquer la vie des Français. Il y a 7 millions de personnes dans notre pays qui souffrent d'électronisme, c'est-à-dire d'une difficulté à manier l'outil informatique, l'outil numérique, et qui peuvent se retrouver loin du service public, loin des démarches, et on sait que tout ça s'opère dans un contexte de fermeture, de l'accueil physique des services publics, de désertification des services publics, et nous avons défendu avec Daniel Obono, lors de notre précédente niche parlementaire, une proposition de loi visant au contraire à la réouverture d'accueil physique de proximité, pour que aussi à certains moments les usagers puissent rencontrer des fonctionnaires. Cet accueil, il pourrait aider dans la dématérialisation. Oui. L'un ne va pas forcément à l'encontre de l'autre. En effet, je pense qu'il faut partir d'une logique de complémentarité et non pas de substitution, parce qu'on sait qu'il y a eu ces derniers mois, la situation s'est un peu améliorée, mais il y a encore des délais extrêmement longs, par exemple pour obtenir des passeports ou des titres d'identité, et je ne voudrais pas qu'on présente une solution apparemment miraculeuse, alors que la vérité, c'est aussi qu'il manque de personnel pour faire fonctionner efficacement, correctement notre service public pour tous les Français, quelle que soit leur commune de résidence. On va parler à présent de la réforme de l'assurance chômage, qui fera l'objet de 2 questions cet après-midi dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Le député Lyot du Nord, Benjamin Saint-Huil, compte interpeller le gouvernement et il pose sa question au micro de Stéphanie Despierres. Benjamin Saint-Huil, qu'allez-vous demander au gouvernement? Je vais demander au gouvernement d'où vient son obsession pour les chômeurs. Depuis maintenant plusieurs années, ils ont mené un certain nombre de réformes sur l'assurance chômage, qui a réduit la durée d'indemnisation, la hauteur de l'indemnisation, qui a conditionné une durée de travail plus longue pour ouvrir droit à un certain nombre d'indemnisations, qui a posé la question du contrôle plus régulier des chômeurs. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où l'objectif présidentiel avancé, c'est 5% de taux de chômage, le fameux plein emploi, et en même temps, il y a une forme de ralentissement que personne ne peut nier aujourd'hui. Et donc, la seule réponse du gouvernement, plutôt que de parler des salaires, plutôt que de parler
parler des conditions de travail, c'est et si on remettait un coup de vis sur l'assurance chômage. Et donc je voudrais savoir d'où vient cette obsession. Vous estimez que ça n'a pas d'efficacité? C'est trop tôt pour le dire, en tout cas pour les réformes que nous venons d'adopter en 2022 notamment. On a les premiers rapports sur 2019, celle qui a été menée en 2019. Il y a quelques éléments positifs sur le retour à l'emploi, mais il y a aussi une dégradation très nette de la situation de l'emploi puisqu'on a précarisé avec des petits contrats très courts en intérim ou en CDD la situation des travailleurs. Donc il ne faut pas le nier non plus. Il ne faut pas que le retour au plein emploi ce soit à n'importe quel prix et particulièrement au prix du sacrifice des chômeurs. Merci beaucoup et je vous laisse rejoindre l'hémicycle pour poser votre question. Ludovic Mendes Gabriel Attal a récemment annoncé une multiplication par 3 des contrôles à l'encontre des chômeurs dans les métiers en tension. Et puis, il souhaite aussi un tour de vis encore sur l'assurance chômage, alors que le chômage remonte, ce qui va un peu à l'encontre de ce qui était prévu au départ. Finalement, est-ce que vous avez une obsession, comme le dit Benjamin Saint-Huil? Est-ce qu'il y a une forme de stigmatisation à l'encontre des chômeurs? Il n'y a aucune stigmatisation et la seule obsession que nous avons, c'est d'apporter des réponses aux Français. Je rappelle que c'est dans le top 3, le fait de pouvoir travailler, d'avoir un meilleur pouvoir d'achat. Donc ça passe par le travail. Par exemple, la réforme du RSA nous a expliqué que ça ne marcherait jamais. Aujourd'hui, au bout de 5 mois, un bénéficiaire du RSA sur 2 a retrouvé un emploi. Et on n'a pas agi que sur le chômage, on a agi sur le milieu économique, sur l'entreprise, on met la pression sur les branches aussi pour accélérer les augmentations de salaires, parce qu'on a un vrai besoin d'augmenter les salaires dans notre pays. Et en complément, on a limité, on a pénalisé les personnes qui abusent des contrats en CDD, donc les contrats courts. Donc ça démontre bien qu'on n'a pas la volonté de simplement de dire aux gens allez travailler puisqu'on ne veut pas vous payer, mais il y a une crise économique, on a besoin de faire des économies dans notre pays, il y a une demande d'emploi et on a des personnes qui ne trouvent personne sur certains territoires pour les embaucher, donc il faut qu'on puisse accompagner aussi. Il y a des demandes d'aide à la mobilité, parce que certaines personnes sont prêtes à partir de là où elles habitent actuellement pour aller ailleurs et trouver un nouvel emploi, une nouvelle vie, mais la réponse qu'on doit apporter, c'est une meilleure prise en charge, une meilleure formation, un meilleur accompagnement, et les personnes qui sont éloignées de l'emploi depuis trop longtemps ont des grosses difficultés à retrouver de l'emploi dans les mois qui suivent, donc c'est pour ça qu'on doit agir dès le début, dès les 6 premiers mois, pour mieux les accompagner. Mais pour autant, il n'y a aucune stigmatisation. Et la volonté de contrôle, c'est dû au fait que tous les rapports montrent qu'il y a parfois un peu de triche. Et parfois, on a aussi des agents qui ont peur parce qu'elles sont menacées, elles sont harcelées, elles sont parfois violentées quand elles arrivent au travail le matin parce que les ressortissants, du moins les bénéficiaires qu'elles ont en face d'eux, pardon, et je suis désolé de cet écart qui n'avait rien à voir avec les propos que je tenais, les bénéficiaires qu'ils avaient en face d'eux étaient agressifs parce qu'ils se sentaient parfois oubliés, abandonnés, non accompagnés, et c'est ce qu'on doit absolument faire, c'est-à-dire qu'il y aura de l'accompagnement et du contrôle et pas juste du contrôle de ce côté-là. Paul Vannier, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'effectivement tout a été fait pour ramener les personnes vers l'emploi, pour réduire le taux de chômage? On est à 7%, c'est quasiment historique. Donc finalement, est-ce que toutes ces réformes qui ont été menées, y compris celle de l'assurance chômage, elle ne va pas dans le bon sens pour remettre les gens vers l'emploi? Non, pas du tout. Ce gouvernement, il n'affronte pas le chômage, il combat les chômeurs en les privant de leurs droits. Je rappelle que les chômeurs sont d'anciens salariés qui ont cotisé pour accéder au droit à l'indemnisation, et c'était 7 milliards en 2021 de prix de volés aux chômeurs par la majorité macroniste. Ça va être 3 milliards avec cette réforme qui consiste, c'est toujours la même chose, à réduire la durée d'indemnisation, à réduire le montant de l'indemnisation, comme si au fond les gens se prélassaient au chômage, comme si les gens choisissaient le chômage. Or si les gens sont au chômage, c'est à la fois parce qu'il manque encore de l'emploi, même si le taux de chômage a diminué, c'est parce que le travail ne paye pas assez. Et cette question des salaires, de l'augmentation des salaires qui est systématiquement refusée par la Macronie, qui a refusé d'augmenter le SMIC et qui combat toute politique d'augmentation des salaires, elle contribue aussi à expliquer cette situation. La politique macroniste, elle a, depuis 2017, elle a généré au fond de la pauvreté. Elle a fait basculer plus de 550 000 Français dans la pauvreté. Et on a des travailleurs pauvres aujourd'hui, des gens en intérim, des gens en temps partiel contraint. Et donc tant qu'on n'affrontera pas la question des salaires, tant qu'on ne garantira pas des droits aux personnes pour leur permettre de pouvoir faire face à une situation difficile. C'est difficile quand on est au chômage. Alors les salaires, il y a le privé, donc ça c'est au privé d'en décider. Oui, et dans le public, eh bien, on a poursuivi la hausse de l'inflation. Absolument pas. Vous le savez comme moi, le point d'indice a moins augmenté que l'inflation et donc le pouvoir d'achat des fonctionnaires a baissé comme le pouvoir d'achat des salariés. Je voudrais dire une chose, parce que le projet de réforme de l'assurance chômage, il va viser en particulier les seniors. C'est-à-dire ces personnes dont l'âge de départ à la retraite a été reculé par 49.3, par une réforme imposée par le gouvernement qui n'a jamais été votée ici à l'Assemblée nationale et qui va, nous le disions déjà à l'époque, placer dans une trappe à pauvreté des millions de gens trop
âgés pour retrouver un emploi et trop jeunes pour être à la retraite. Mais mécaniquement, le recul de l'âge de la retraite fait que les gens restent aussi un peu plus longtemps dans l'emploi. Produit des chômeurs, et je crois que c'est à eux que ce gouvernement se prépare à s'attaquer. C'est injuste, c'est insupportable, alors que l'Unédic va être excédentaire. 20 milliards d'euros d'excédents sont attendus dans les années à venir du côté de l'Unédic. Autre débat cet après-midi, celui sur l'égalité entre les femmes et les hommes au lendemain de l'inscription de l'IVG dans la Constitution et à 3 jours du 8 mars. C'est la députée Véronique Rioton, députée Renaissance de Haute-Savoie, qui va interpeller le gouvernement. On la retrouve au micro d'Elsa Mondingava. Oui, alors vous, la présidente de la délégation aux droits des femmes, comment avez-vous vécu cette journée hier au Congrès, ce moment qu'on qualifie d'historique? Oui, je crois que je reprends le mot très simplement, c'est une victoire historique. Et évidemment, on pense aux femmes françaises, aux femmes à travers le monde. Et quand vous dites que c'est une victoire historique, évidemment qu'on pense à nos collectifs associatifs féminins, aux parlementaires, aux ministres aussi. Et voilà. Donc la présidente de la délégation aux droits des femmes se réjouit finalement qu'on ait réussi à faire une large coalition et qui a permis de cette unité nationale qu'on a vécue hier. Alors vous vous réjouissez pour cette étape, mais vous dites voilà, le travail doit continuer. Qu'allez-vous demander à la ministre Aurore Bergé? Vous voulez en savoir plus justement sur ce grand chantier qu'est l'égalité entre les femmes et les hommes? Absolument. Aujourd'hui, c'est un grand pas qu'on a fait collectif. Il va falloir qu'on continue d'avancer, principalement sur des sujets liés à la santé des femmes, liés à la vie professionnelle des femmes, aux violences évidemment sexuelles, sexistes, tout l'ensemble des violences. Il va falloir qu'on continue d'avancer. Et donc, c'est les sujets qu'on abordera cet après-midi en audition avec la ministre. Vendredi, c'est le 8 mars. C'était important aussi de revenir à la fois sur cette avancée, mais de continuer à dire, voilà, les femmes françaises, elles nous attendent, elles nous écoutent aussi sur plein d'autres sujets. Absolument. Je crois que ce qu'on vise, c'est vraiment d'avoir une société où la culture de l'égalité soit une réalité. Et donc, tous les sujets liés à la prévention, liés à cette culture de l'égalité, quand elle sera effective, on aura gagné. Merci beaucoup. Et vous le rappelez, vous auditionnez à 17h30 la ministre Aurore Bergé dans la délégation aux droits des femmes. Ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes, Ludovic Mendes. Moment historique hier au Congrès avec cette inscription de l'IVG dans la Constitution. Mais c'est une nouvelle étape dans le combat féministe. Il faut aller plus loin encore. Je crois que la France a eu le courage de faire quelque chose que personne d'autre n'a envie de faire. Et cette coalition qui a été menée par les parlementaires de l'extrême gauche à une partie de l'extrême droite démontre une chose, c'est que quand on a décidé de mener ce combat tous ensemble, on y arrive. Et là, il y a d'autres combats qu'on doit mener. La place des femmes dans notre société est encore compliquée. On a par exemple des propositions à faire sur la place des femmes dans le monde politique pour être à la tête d'exécutifs, parce qu'aujourd'hui, la parité n'est pas vraiment respectée. Elle est respectée, j'allais dire, sur les listes, mais pas sur la place qu'elles peuvent occuper en responsabilité. C'est pareil dans l'entreprise, même si ce que nous faisons, nous, au niveau national, est beaucoup mieux que ce qu'on peut voir au niveau européen sur la représentation des femmes dans les conseils d'administration ou à la direction de certaines entreprises, surtout quand elles sont cotées en bourse. Donc on a beaucoup de choses qui ont avancé, mais il y a beaucoup de détails du quotidien sur lesquels on n'a pas encore agi. On parle de santé. Je rappelle que c'est la grande cause du quinquennat aussi d'Emmanuel Macron. C'est la grande cause des 2 quinquennats d'Emmanuel Macron et on ne changera pas là-dessus. Et la preuve, c'est qu'on avance au fur et à mesure du temps. On avance tous ensemble, même si on n'est pas toujours d'accord sur le fond des choses. On arrive à faire bouger les lignes. On l'a fait sur les violences intrafamiliales, les violences faites aux femmes. On le fait aujourd'hui sur plein de sujets, même sur la santé. Il faut qu'on aille encore plus loin demain. Il y a le congé parentalité qu'il faut retravailler aussi. Il y a un accompagnement sur l'entreprise. Et puis, il y a tout ce côté aussi vie monoparentale qui n'est pas vraiment traitée correctement, et c'est souvent la charge à la charge de la maman, de la femme qui est seule, qui est parfois abandonnée et qui se retrouve en grande difficulté parce qu'elle ne peut pas être totalement efficace dans son travail, elle ne peut pas avoir cette liberté de se dire je m'engage dans une carrière parce qu'il faut aussi s'occuper des enfants, parce qu'il y a des difficultés complémentaires, on manque de places de crèche, on manque de certaines réponses, et là il y a un grand travail à faire sur ce sujet-là. Paul Vanier, on a vu hier cette inscription de l'IVG dans la Constitution, et puis très vite Mathilde Panot qui a pris la parole pour dire il faut aller plus loin, il faut aussi inscrire l'IVG dans la charte des droits fondamentaux pour une reconnaissance européenne. Elle fera une résolution là-dessus. C'est la prochaine étape qu'il faut mener. Oui, parce que le combat continue. C'est un combat qui vient de loin avec une journée historique hier, mais en effet, il s'agit aussi
de permettre à ce que la France adresse un message à l'Europe, au monde. Et nous allons déposer en effet un projet de résolution pour que le droit à l'IVG soit inscrit dans la Charte européenne des droits fondamentaux. Et je crois qu'il y aura une inscription de ce texte prochainement à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et je m'en réjouis. Je veux dire que... Après, il est long ce chemin vers une reconnaissance européenne. Il faut que les 27 approuvent chacun et parce qu'il y a cette résolution. Je me réjouis, moi, de la très large majorité hier au Congrès, mais je me rappelle qu'en 2018, Yael Braun-Pivet, l'actuelle présidente de l'Assemblée nationale, s'était déclarée opposée à l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. Donc nous avons gagné. La mobilisation de la société, du pays, des associations féministes a fait bouger les lignes. Et leur exigence, elle est toujours d'actualité au moment où, dans le cadre de ces coupe budgétaire de 10 milliards, eh bien, le budget à l'égalité femmes-hommes baisse de près de 10%. Donc voilà encore un mauvais coup fait par la Macronie à cette cause fondamentale, importante, à cette cause qui doit encore être prise en charge parce qu'il y a encore beaucoup à faire pour parvenir à l'égalité réelle, aussi du point de vue des salaires. Vous évoquez la question des conseils d'administration, c'est très bien, mais la question des salaires... Il y a 14% dans le privé, en tout cas, d'écart de rémunération. La grille salariale qui permet une véritable égalité dans les entreprises. Je crois, puisque aux responsabilités de faire appliquer la loi. Bien sûr. Et je crois que c'est une urgence pour les femmes, mais pour notre société au sens large. Sauf qu'aujourd'hui, chaque entrepreneur a la liberté de fixer ses salaires. Et malheureusement, on le voit, à poste égal, à expérience égale, à niveau d'études égal, il y a encore au moins 20% de moins que les hommes. Et ça, ce n'est pas normal et ce n'est plus tolérable dans cette société. Est-ce que vous seriez prêt, vous, dans la majorité, à voter cette résolution pour inscrire l'IVG dans la Charte européenne des droits fondamentaux? On n'est pas contre et je crois que c'est annoncé aussi par le président de la République. C'est annoncé de notre côté pour dire qu'on voulait mener ce combat au niveau européen. Là-dessus, on partage la même volonté et il n'y a pas de remise en question. On n'est pas obligé d'être toujours d'accord, comme je disais tout à l'heure. Mais là-dessus, on a un combat qui est le même, qui est identique. Et il faut faire en sorte que hier, ce qu'on a fait en France a ouvert la voie à l'ensemble du monde entier parce qu'on est le premier pays du monde à inscrire dans la Constitution la liberté. La liberté garantie d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. L'avortement et surtout de dire aux femmes dans notre pays qu'elles sont totalement égales mais qu'il y a encore un énorme travail à faire derrière. Merci Ludovic Mendes et merci Paul Vanier d'avoir été avec nous dans cette émission avant les questions au gouvernement.